Je m'appelle Mira Summers. J'avais 41 ans quand ma sœur a tenté de reprendre le fils qu'elle m'avait donné 19 ans plus tôt. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Mes parents ont paniqué. Ils ont dit qu'un bébé ruinerait le nom de la famille, l'avenir de Vanessa, ruinerait tout. Alors, ils se sont tournés vers moi. J'avais 22 ans, j'étais célibataire, et je n'avais jamais tenu un nouveau-né de ma vie. Je l'ai pris quand même, je l'ai élevé seul, j'ai cumulé 2 emplois pendant ces 3 premières années, emballé ses cadeaux de Noël dans du papier journal, et assisté seul à chaque réunion parents-professeurs. Ma sœur a déménagé à Boston, a fini ses études, a obtenu son MBA, s'est mariée 2 fois, et n'a jamais, pas une seule fois, décroché le téléphone pour demander des nouvelles de son fils. Puis, il a obtenu son diplôme de fin de lycée, et ma sœur est entrée dans ce gymnase avec un gâteau. Félicitations de la part de ta vraie maman. Ce qui s'est passé à cette cérémonie a fait pleurer ma mère, a fait partir le petit ami de ma sœur, et a poussé 200 inconnus à se lever pour une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Avant de commencer, si vous écoutez des histoires sur la famille et les moments qui nous définissent, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Laissez un commentaire pour me dire où vous êtes en ce moment et quelle heure il est. Laissez-moi vous ramener 19 ans en arrière, à la nuit où ma mère a appelé à 2 heures du matin. J'ai grandi à Willow Creek, dans l'Ohio. Population de 11 000 habitants. Le genre de ville où votre voisin connaît vos notes avant vous, et où la caissière du supermarché vous demande des nouvelles de la hanche de votre grand-mère. Ma sœur Vanessa a 6 ans de moins que moi. C'était la petite dernière, la jolie, celle qui entrait dans une pièce et faisait sourire les gens simplement par sa présence. J'étais l'autre. Celle qui mettait la table, faisait la vaisselle, conduisait Vanessa à son cours de danse chaque mardi et jeudi parce que ma mère disait que c'était un bon entraînement pour le jour où j'aurais mes propres enfants. J'aimais ma sœur. Je veux que ce soit clair. Je l'aimais comme les grandes sœurs aiment, avec un mélange d'irritation et de tendresse si étroitement liés qu'on ne peut les séparer. Notre mère, Rita, avait une philosophie simple. Vanessa était fragile. Vanessa avait besoin de protection. Vanessa était celle pour qui on s'inquiétait. Et moi, j'étais celle qui gérait les choses, la personne fiable, celle qui n'avait pas besoin qu'on la surveille parce que je me débrouillerais. Notre père, Gérald, était d'accord avec tout ce que disait Rita. Ce n'était pas un homme cruel. C'était un homme absent, présent à table pour le dîner, mais absent de toutes les conversations qui comptaient. J'avais 22 ans, au printemps où tout a changé. Je venais de finir ma licence en éducation à l'Université d'État de l'Ohio. J'avais été accepté dans un programme de master avec une bourse complète. J'avais un plan, un calendrier, un studio avec une fenêtre qui donnait sur un parking, que je trouvais magnifique parce qu'il était à moi. Vanessa avait 16 ans. Elle était en seconde. Elle avait un petit ami nommé Tyler qui conduisait une Mustang et travaillait au cinéma. Puis, une nuit de mars, le téléphone de la maison a sonné à 2 heures du matin. C'était ma mère. J'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison dans le noir. Rita était assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Gérald se tenait près du réfrigérateur, les bras croisés, fixant un poing sur le sol. Vanessa était à l'étage. Je pouvais l'entendre pleurer à travers le plafond. Rita n'a pas levé les yeux quand je me suis assise. Elle a poussé un morceau de papier sur la table. Une échographie. Enceinte de 4 mois. 4 mois. Vanessa le savait depuis 4 mois et ne l'avait dit à personne. Les premiers mots de Rita ne concernaient pas Vanessa, ni le bébé, ni Tyler, qui avait déjà cessé de répondre aux appels de Vanessa. Ses premiers mots furent « Les voisins ne peuvent pas savoir ». Je me souviens de l'horloge murale qui faisait tic-tac. 2h11, le thé qui refroidissait. Gérald se raclant la gorge et ne disant rien. Rita a exposé les options comme un général expose un plan de bataille, l'adoption. Mais l'agence exigerait des papiers, et les papiers signifiaient que les gens le sauraient. Le garder. Mais Vanessa avait 16 ans, et Rita n'aurait pas de mère adolescente dans sa maison. Ça ruinerait tout ce que nous avons construit, a-t-elle dit, comme si elle avait construit autre chose qu'une pelouse bien entretenue et une réputation. Puis elle est allée au placard du couloir, et revenue avec une petite couverture jaune pliée en carré. Une couverture de bébé, en coton, délavée sur les bords. C'était la tienne, a-t-elle dit en me l'attendant. Quand tu es né. Je l'ai tenue, douce, amincie par 22 ans de stockage. Elle sentait le cèdre et la poussière.
Rita s'est rassise, m'a regardé pour la première fois depuis mon arrivée. Tu dois aider, a-t-elle dit. Tu es sa sœur. Le lendemain matin, Rita a été claire. Si je ne prenais pas le bébé, ils appelleraient une agence d'adoption avant vendredi. Le bébé irait à des étrangers. Vanessa retournerait à l'école, et nous n'en parlerions plus jamais. J'ai posé la seule question qui comptait. Et Vanessa? Est-ce qu'elle veut garder le bébé? Rita a agité la main comme si j'avais demandé la météo. Vanessa est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Gérald a hoché la tête. Il hochait toujours la tête. J'ai regardé Vanessa, qui était descendue et assise sur le canapé, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle portait un sweat à capuche 3 tailles trop grand. Son mascara avait coulé sous ses yeux. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une jeune fille de 16 ans effrayée qui n'avait aucune idée de ce qui arrivait à son corps ou à sa vie. Vanessa, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux? Elle a regardé Rita, puis moi, puis le sol. Je veux que ça disparaisse, a-t-elle chuchoté. Rita m'a pointé du doigt. Voilà, tu l'as entendu. Elle a l'école. Elle a toute sa vie devant elle. Elle a l'école. J'ai besoin que vous vous souveniez de cette phrase, parce que je l'entendrai à nouveau, 19 ans plus tard, le pire jour de ma vie. Ces 4 mots me reviendront dans un gymnase rempli de 200 personnes, et ils signifieront quelque chose de complètement différent. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec la couverture jaune sur le siège passager. Je n'avais pas encore dit oui, mais je n'avais pas dit non. Et dans ma famille, le silence équivalait à un accord. 2 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit que je le ferais. J'ai abandonné mon programme de master le lendemain matin. Dylan est né le 14 juillet, à 15h17. 2,9 kilos, une tête pleine de cheveux noirs et un cri qui pourrait décaper la peinture. J'étais dans la salle d'accouchement. Vanessa était là, bien sûr, car c'était elle qui accouchait. Rita se tenait près de la porte, les bras croisés, regardant l'horloge. Gérald attendait dans le couloir, fixant probablement un point sur le sol. L'accouchement a duré 11 heures. Vanessa a été courageuse. Je dois lui reconnaître ça. Elle ne s'est pas plainte. Elle s'est agrippée à la rampe et a respiré comme l'infirmière le lui disait, et a poussé quand on lui disait de pousser. Elle avait 16 ans et son corps accomplissait quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai regardé son visage à chaque contraction en pensant, elle est si jeune. Quand Dylan est arrivé, l'infirmière l'a nettoyé, l'a emmailloté, et l'a tendu. Qui veut le tenir en premier? 3 personnes dans cette pièce. Vanessa a tourné la tête vers le mur. Rita n'a pas bougé. L'infirmière m'a regardé. Je l'ai pris. 2,9 kilos. Ses yeux étaient fermés. Son poing s'est refermé autour de mon index, et il a cessé de pleurer, juste comme ça, comme s'il avait attendu que la bonne personne le tienne. L'infirmière a demandé qui le ramenait à la maison. Silence. Le plus long silence de ma vie. C'est moi, ai-je dit. 3 jours plus tard, je suis entré avec Dylan dans mon appartement d'une chambre sur East Willow Street. J'avais un berceau emprunté à une collègue, une boîte de couches du magasin à 1 euro, et la couverture jaune du placard de ma mère. Je l'ai enveloppé dedans cette première nuit. La même couverture qui m'avait enveloppé 22 ans plus tôt. Elle le couvrait à peine, mais elle était douce, et chaude, et elle était à nous. La première année a failli me briser. Dylan avait des coliques. Il pleurait pendant 4 heures chaque nuit, entre 20h et minuit. Je tournais en rond dans mon appartement, le tenant contre ma poitrine, fredonnant des chansons que je me rappelais à moitié de mon enfance, regardant l'horloge et priant pour le silence. Je travaillais comme assistante d'enseignement à l'école primaire de Willow Creek, de 7h45 à 15h30, puis je rentrais à la maison pour retrouver un nourrisson qui hurlait. J'ai appris à fonctionner avec 4 heures de sommeil. J'ai appris à manger debout. J'ai appris à me doucher en moins de 3 minutes, car 3 minutes, c'était exactement le temps que Dylan tolérait le transat. J'ai appelé ma mère une fois à 23 heures, après que Dylan eut pleuré pendant 3 heures d'affilée. J'étais dans la cuisine, en pantalon de jogging et en t-shirt taché de lait maternisé, et je pleurais aussi. Maman, j'ai besoin d'aide, ai-je dit. Juste pour une nuit, s'il te plaît. La voix de Rita était calme. Tu as choisi ça, Mira. Tu es une adulte. Débrouille-toi.
Elle a raccroché. Pendant ce temps, Vanessa a déménagé à Boston pour l'université en août. Elle avait été acceptée dans une petite école privée. Les frais de scolarité étaient payés par une combinaison de bourses et des économies de nos parents. Les mêmes économies qui, selon eux, ne pouvaient pas couvrir les factures de pédiatre de Dylan quand j'ai demandé. En octobre, un tribunal de la famille du comté de Franklin m'a accordé la tutelle légale de Dylan. La paperasse était simple. Vanessa a signé les formulaires de renonciation volontaire par fax depuis Boston, pendant la semaine d'intégration de sa sororité. J'ai rangé les papiers dans un petit coffre-fort ignifuge que je gardais sous mon lit, à côté de la couverture jaune, du bracelet d'hôpital de Dylan, et d'une photo de lui dormant sur ma poitrine à 4 jours, la bouche ouverte, le poing serré, paisible pour la première fois depuis sa naissance. Il était à moi, légalement, enfin, complètement. Laissez-moi vous donner les 5 années suivantes en instantané. Dylan a 1 an, ses premiers pas. Il a marché de la table basse au canapé. 1 mètre d'espace libre, les bras écartés, souriant comme s'il avait conquis l'Everest. Je l'ai filmé avec un téléphone à clapet qui contenait à peine 30 secondes de vidéo. J'ai toujours cette vidéo. Dylan, 2 ans. Ma, fut son premier mot. Pas, maman, ou, mamou, juste, ma. Court, efficace, comme s'il avait déjà compris la chose la plus importante et n'avait pas besoin de syllabes supplémentaires. Dylan a 3 ans. J'ai commencé à enseigner à temps partiel à l'école primaire de Willow Creek, le matin seulement, pendant qu'une voisine nommée Patty gardait Dylan pour $40 par semaine. Patty avait 6 petits-enfants et la patience d'une formation géologique. Dylan l'adorait. Dylan a 4 ans. Il savait lire, pas seulement des lettres, mais des mots, des phrases. Il lisait la boîte de céréales au petit déjeuner et me demandait ce que signifiait « riboflavine ». J'ai dû chercher. Dylan a 5 ans, premier jour de maternelle. Je suis resté devant les grilles de l'école pendant 15 minutes après qu'il soit entré, juste au cas où. Il n'a pas regardé en arrière. Il est entré fièrement avec son sac à dos Spider-Man et n'a pas regardé en arrière. Et j'étais si fier et si dévasté en même temps que je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. Personne de la famille Summers n'est venu nous voir pendant ces 5 années. Pas une seule fois. Pas de cadeau de Noël, pas de carte d'anniversaire. Rita appelait de temps en temps pour me demander comment je m'en sortais, jamais pour offrir de l'aide. Gérald a envoyé un chèque de $50 pour le 3e anniversaire de Dylan. Pas de mots, juste le chèque. Le matin de Noël, quand Dylan avait 3 ans, nous n'étions que tous les deux. J'ai emballé ses cadeaux dans du papier journal parce que je ne pouvais pas me permettre du papier cadeau. Il ne l'a pas remarqué. Il avait 3 ans. Il pensait que la page des bandes dessinées faisait partie du cadeau. Quand Dylan avait 6 ans, Vanessa a appelé. C'était un mardi soir. Je préparais des spaghettis. Dylan était à table en train de dessiner un dinosaure mangeant un vaisseau spatial. Le téléphone a sonné, l'identifiant de l'appelant montrait un indicatif de Boston, et j'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était un démarcheur. Mira, c'est Vanessa. Sa voix avait changé, plus profonde, plus polissée, comme si elle avait pris des cours pour avoir l'air d'une adulte. Elle n'a pas demandé de nouvelles de Dylan, ni comment il allait à l'école, ni ce qu'il aimait manger, ni s'il avait toujours des coliques ou s'il les avait dépassés depuis des années. Elle n'a posé aucune de ces questions. Elle a posé des questions sur une voiture, une Toyota Camry de 2003 qu'elle avait laissée dans le garage de nos parents il y a 6 ans. Elle voulait savoir si elle était toujours là. Elle avait besoin de la vendre. Je termine mes études au printemps prochain, a-t-elle dit, et j'ai besoin d'argent pour la caution de mon appartement. Je lui ai dit que la voiture était probablement toujours dans le garage. Elle a dit qu'elle appellerait Rita pour s'arranger. Puis elle a dit « merci. Salut » et a raccroché. 42 secondes. J'ai chronométré après, parce que je ne pouvais pas croire que c'était toute la conversation. Ce soir-là, Rita a appelé. Ta sœur termine ses études au printemps prochain, major de sa promotion, en commerce et marketing. Ne lui complique pas les choses. Je ne complique rien pour personne, ai-je dit. Je prépare des spaghettis. Vanessa a obtenu son diplôme summa cum laude d'Emerson en mai suivant. Rita a conduit jusqu'à Boston pour la cérémonie. Gérald y est allé aussi. Ils ont fait encadrer la photo de la remise des diplômes et l'ont accrochée dans le salon, avec un passe-partout professionnel,
de 45 par 60 cm. La photo du premier jour d'école de Dylan était sur mon réfrigérateur, tenue par un aimant en forme de coccinelle. Elle n'était pas du tout dans leur maison. Quand Dylan avait 8 ans, deux choses se sont produites qui ont changé la trajectoire de ma vie. La première, le lycée de Willow Creek m'a offert un poste à temps plein d'aide en éducation spécialisée, avec la possibilité de devenir coordinatrice si je terminais mon master. Le salaire était de 43 000 $ par an. Avantages sociaux inclus. Pour une mère célibataire qui avait vécu avec des salaires d'assistante d'enseignement et des courses soigneusement rationnés, ce chiffre semblait être une fortune. La seconde, Dylan m'a posé une question pendant que je faisais la vaisselle. Tante Mira, pourquoi je n'ai pas de maman et de papa comme les autres enfants? Mes mains se sont arrêtées de bouger. L'eau continuait de couler. Une assiette a glissé et a cliqueté contre le fond de l'évier. Il était assis à la table de la cuisine derrière moi. Devoirs étalés, crayon à la main, me regardant avec ses yeux sombres et sérieux qui étaient déjà trop perspicaces pour un enfant de 8 ans. J'ai coupé l'eau, je me suis séché les mains, je me suis assise en face de lui. Dylan, je t'aime plus que tout au monde. Ta mère biologique t'aime aussi, à sa manière. Mais c'est moi qui suis là. C'est moi qui serai toujours là. Il a étudié mon visage. 8 ans et déjà lisant les gens comme des livres. Je sais, a-t-il dit. Je voulais juste t'appeler maman au lieu de tante Mira. C'est d'accord? Je n'avais pas pleuré depuis des années. Pas quand Rita a refusé d'aider. Pas quand Vanessa a appelé pour une voiture au lieu de son fils. Pas quand Noël est venu et reparti sans une carte de personne. Mais quand un garçon de 8 ans a demandé la permission de m'appeler maman, j'ai craqué. Il s'est levé de sa chaise, a fait le tour de la table et m'a serré dans ses bras. Petit bras, pris serré. Il sentait les copeaux de crayon et le jus de raisin. C'est bon, maman, a-t-il dit, pour la première fois. Cette nuit-là, après que Dylan se soit couché, je suis restée assise à la table de la cuisine pendant un long moment. J'ai pensé à appeler Rita, à dire, ton petit-fils vient de m'appeler maman. Et c'était le meilleur et le plus triste moment de ma vie, et j'ai besoin que tu me dises que je me débrouille bien. Je n'ai pas appelé, car je savais déjà ce qu'elle dirait. Elle me dirait de ne pas embrouiller Dylan. Elle me dirait que Vanessa était sa vraie mère. Elle me dirait que j'outrepassais mes droits. À la place, j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge sous mon lit, j'ai sorti les papiers de tutelle légale, je les ai lus à la lumière de ma lampe de chevet. Mon nom sur chaque ligne, Mira Lynn Summers, tutrice légale. Vanessa Marie Summers, signature de la mère biologique, renonçant à tous les droits de garde. Notarié, tamponné, déposé auprès du comté de Franklin. Sous les papiers se trouvait la couverture jaune. Je l'avais gardée pliée dans le coffre-fort depuis que Dylan était trop grand pour elle, à 5 ans. Il l'a transportée partout, à l'épicerie, au lit, dans la baignoire. Elle était effilochée au coin et il manquait un quart de sa couture d'origine. Elle sentait le shampoing pour bébé et les années. Je la tenais encore quand j'ai entendu un petit coup à ma porte. Dylan se tenait là, dans son pyjama dinosaure. « Maman, je n'arrive pas à dormir. »« Moi non plus, » ai-je dit. Il est monté dans mon lit, a vu la couverture dans mes mains, l'a attrapée. « C'est ma couverture de bébé, » a-t-il dit. Il ne l'avait pas vue depuis 3 ans. « C'était la mienne d'abord, » ai-je dit. « Avant d'être la tienne. » Il me l'a prise, a étudié les bords effilochés, puis il l'a pliée soigneusement, trop soigneusement pour un enfant de 8 ans, et l'a remise dans le coffre-fort. « On devrait la garder en sécurité, » a-t-il dit. « C'est important. » C'était plus important qu'il ne le pensait. J'ai dit toute la vérité à Dylan quand il avait 13 ans. Nous étions assis sur le porche un dimanche après-midi. Il posait des questions depuis des mois, pas des questions directes, mais des questions qui tournaient autour du pot. Pourquoi grand-mère Rita le présentait-elle toujours comme le fils de Vanessa? Pourquoi n'y avait-il aucune trace de sa naissance dans nos albums photos de famille? Pourquoi n'avait-il jamais rencontré Tyler? Alors, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'appel à 2 heures du matin, de l'ultimatum de Rita, de la couverture jaune et du trajet de 40 minutes dans le noir. Je lui ai dit que Vanessa avait 16 ans, qu'elle était effrayée et pas prête. Je lui ai parlé des faits, des papiers légaux, du fait que sa mère biologique n'avait pas appelé, écrit, ou rendu visite en 13 ans. Je n'ai pas émis de jugement. Je n'ai pas dit que Vanessa était une mauvaise personne.
Je n'ai pas dit que Rita avait tort. J'ai juste raconté ce qui s'était passé, dans l'ordre où ça s'était passé. Dylan a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est levé, est entré, et a fermé la porte de sa chambre. Il n'est pas sorti pendant 2 jours. Le 3e matin, il est apparu à la table de la cuisine, déjà habillé pour l'école. J'avais fait des œufs brouillés. Il s'est assis, a pris sa fourchette, a mangé 3 bouchées. Puis il a dit, « Je ne suis pas en colère contre elle. » Contre Vanessa, ai-je demandé. Contre aucun d'eux. Je suis juste triste pour elle. Elle a tout manqué. Il est parti à l'école. Je suis resté à table pendant encore 20 minutes, tenant une spatule, ne respirant pas correctement. Dylan n'a pas arrêté de m'appeler maman. Il n'a pas demandé à rencontrer Vanessa. Il n'a pas demandé à appeler Rita ou Gérald. Il a juste continué à avoir 13 ans. Maladroit, brillant, grandissant de 8 cm cet été-là. Et il a continué à être le mien. Pendant que j'élevais Dylan, Vanessa collectionnait les réussites. MBA de Northwestern, directrice marketing dans une agence de prestige à Chicago à 28 ans. Bureau d'angle, voiture de société, le genre de carrière qui rend bien sur LinkedIn. Elle a aussi collectionné les mariages. Le premier a duré 2 ans, il s'appelait Brett. Je ne l'ai jamais rencontré. Le second a duré 14 mois. Il s'appelait Marco. Je ne l'ai jamais rencontré non plus. Chaque fois que Vanessa divorçait, Rita m'appelait. Pas pour demander comment allait Dylan, pas pour me dire la note que le fils de Vanessa avait eue à son test de maths ou qu'il était au tableau d'honneur pour la 4e fois d'affilée. Elle appelait pour me dire de ne pas ajouter au stress de Vanessa. Ta sœur traverse une période difficile, a dit Rita après le divorce numéro 2. Elle n'a pas besoin d'être jugée par qui que ce soit en ce moment. Je n'ai pas parlé à Vanessa depuis 3 ans, ai-je dit. Bien. Continue comme ça. Laisse-la guérir. Ma sœur s'est mariée 2 fois, a divorcé 2 fois, et aucune de ces fois elle n'a envoyé de carte d'anniversaire à Dylan. Le 14 juillet passait, année après année, et la boîte aux lettres restait vide. Pas de carte, pas d'appel, pas de SMS. La poste connaissait mon adresse. Elle ne l'utilisait juste pas. Pendant ce temps, j'ai terminé mon master. Ça m'a pris 4 ans de cours du soir tout en travaillant à temps plein et en élevant Dylan. J'ai obtenu mon diplôme quand Dylan avait 8 ans. Personne de ma famille n'a assisté à ma remise de diplôme non plus. Claire Reeves, une collègue devenue ma meilleure amie, était assise au 3e rang et a applaudi assez fort pour 10 personnes. Je suis devenue la coordinatrice de l'éducation spécialisée au lycée de Willow Creek l'année suivante. Personne n'a appelé pour me féliciter, mais ce n'était pas grave. J'avais arrêté d'attendre cet appel vers la 4e année. Le Thanksgiving où Dylan avait 15 ans fut la première fois que je l'emmenais chez mes parents depuis des années. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté d'y aller. Peut-être que je pensais que les choses avaient changé. Peut-être que je voulais que Dylan vive l'expérience d'une grande tablée de fête au moins une fois. Peut-être que j'en avais assez de prétendre que la famille Summers n'existait pas. Nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Willow Creek. Dylan portait une chemise boutonnée qu'il avait choisie lui-même. Il était nerveux. Je le voyais car il n'arrêtait pas d'ajuster son col dans le rétroviseur du siège passager. La maison était pleine. Rita avait invité des cousins, une tante, 2 voisins. La table était mise pour 14 personnes. Dinde, purée, gratin de haricots verts, un Thanksgiving normal, le genre qu'on voit dans les films. Rita nous a accueillis à la porte. Elle a serré Dylan dans ses bras. Bref, pour la forme. Puis elle l'a emmené dans la salle à manger et l'a présenté à un cousin qu'il n'avait jamais rencontré. Voici le fils de Vanessa, Dylan. Pas le fils de Mira. Pas notre petit-fils, que Mira a élevé seul pendant 15 ans. Pas même Dylan. Juste le fils de Vanessa. La main de Dylan a trouvé la mienne sous la table. Il a serré. 15 ans. Et il comprenait la dynamique mieux que quiconque dans cette pièce. Gérald a découpé la dinde. Rita a versé le vin. Personne n'a demandé à Dylan des nouvelles de l'école, de ses notes, du projet de sciences qui avait remporté la 2e place au niveau de l'État. Personne ne m'a rien demandé du tout. Après le dessert, Rita m'a coincé dans la cuisine. C'est gentil de ta part de l'avoir amené, a-t-elle dit en chargeant le lave-vaisselle.
Vanessa serait contente de savoir qu'il va bien. Alors peut-être que Vanessa devrait le lui demander elle-même, ai-je dit. Rita m'a lancé le regard, celui qui disait, tu recommences à être difficile. Nous sommes rentrés en silence. Dylan a parlé le premier. Je n'ai pas besoin d'y retourner, maman. C'est pendant la première de Dylan que j'ai réalisé qu'il n'était pas seulement intelligent, il était remarquable. Que des A depuis la troisième, des cours avancés empilés par 3, capitaine de l'équipe de débat, tuteur bénévole au centre communautaire tous les samedis matins. Ces professeurs m'arrêtaient dans le couloir pour dire des choses comme « doué » et « exceptionnel » et « avez-vous envisagé une admission anticipée à l'université ?» Je n'avais rien envisagé d'autre que de m'assurer qu'il dînait tous les soirs et avait des vêtements propres pour l'école. Tout le reste, les notes, l'ambition, la discipline tranquille, c'était tout Dylan. Sa conseillère d'orientation m'a appelé pour une réunion en octobre. Dylan est en bonne voie pour être le major de sa promotion, a-t-elle dit. Sa dissertation est l'une des plus fortes que j'ai lues en 20 ans. J'ai demandé quel était le sujet de la dissertation. Elle a fait glisser une copie imprimée sur le bureau. Le titre était centré en haut, en Times New Roman, Police 12, la femme qui m'a choisi. Je l'ai lu dans le parking de l'école, car je ne pouvais pas la lire devant un autre être humain. Je suis resté assise dans ma Honda, moteur éteint et fenêtre fermée, et j'ai lu chaque mot. Il écrivait sur la nuit où je l'avais ramené de l'hôpital. Sur la couverture jaune. Sur l'apprentissage du vélo sur le parking de notre résidence parce que nous n'avions pas d'allée. Sur les matins de Noël avec du papier journal en guise de papier cadeau. Sur la nuit où il a demandé à m'appeler maman et où j'ai pleuré. Il a écrit, la biologie est un accident. L'amour est une décision. Ma mère a pris cette décision chaque jour pendant 19 ans et n'a jamais demandé la moindre reconnaissance. Je suis resté dans cette voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir conduire. Le parking s'est vidé autour de moi. Le soleil s'est couché. J'ai tenu cette dissertation contre le volant et je me suis laissé ressentir chaque année. 2 mois avant la remise des diplômes, Dylan m'a montré la conversation de groupe. Il est rentré de l'école un mercredi et a posé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Écran vers le haut. Maman, tu dois voir ça. C'était un SMS de groupe familial. Rita, Gérald, Vanessa, tante Patrice, oncle Dal. Quelqu'un avait ajouté Dylan au fil par accident. Probablement Rita, qui maîtrisait à peine son téléphone les bonjours. Les messages remontaient à 2 ans. Je les ai fait défiler, assise à la table de la cuisine pendant que Dylan se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, me regardant. Rita, il y a 14 mois, quand Vanessa sera prête, elle reprendra Dylan. Mira ne fait que le garder pour l'instant. Vanessa, même fil, 3 jours plus tard, donnez-moi encore quelques années. Je remets de l'ordre dans ma vie. Gérald, emoji pouce en l'air. Tante Patrice, pauvre Vanessa. Elle a tellement souffert. Oncle Dal, Mira devrait être reconnaissante d'avoir pu avoir un enfant. J'ai lu chaque message 2 fois. Mes mains étaient stables parce qu'elles devaient l'être. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. 2 ans. Pendant 2 ans, ma famille avait discuté du retour de mon fils comme s'il s'agissait d'une tondeuse à gazon empruntée. Comme si je le stockais temporairement jusqu'à ce que Vanessa soit prête à venir le chercher. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé Dylan. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ça plus tôt? Parce que je ne voulais pas que tu les perdes, a-t-il dit. Même s'il ne te mérite pas, 17 ans, debout dans ma cuisine, me protégeant de ma propre famille. Je n'ai pas appelé Rita. Je n'ai pas appelé Vanessa. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni jeté quoi que ce soit. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge, et j'ai vérifié les papiers de tutelle, chaque page, chaque signature, chaque tampon notarié. Puis j'ai refermé le coffre-fort, et je suis retourné préparer le dîner. Si vous avez déjà été la personne sur qui tout le monde s'appuie, mais que personne ne remercie, si vous avez été la personne fiable pendant que quelqu'un d'autre recevait les applaudissements, alors vous savez exactement ce que l'on ressent. Cliquez sur ce bouton d'abonnement et restez là, car ce qui se passe à la remise des diplômes est quelque chose que je n'arrive toujours pas à croire que Dylan a eu le courage de faire. Ce soir-là, après le dîner, Dylan et moi nous sommes assis sur le porche. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand tu as vu les messages pour la première fois, ai-je demandé à nouveau. Il est resté silencieux un moment. Les grillons remplissaient le silence.
Parce que tu aurais confronté grand-mère, a-t-il dit. Et alors elle t'aurait complètement coupé de sa vie. Et même si elle ne te traite pas bien, je sais que tu l'aimes encore. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu perdais ta mère. J'ai voulu argumenter. J'ai voulu dire que Rita avait perdu le droit d'être appelée ma mère il y a des années, mais la vérité était plus compliquée que ça. Comme la vérité l'est toujours quand elle implique la famille. Dylan, toi et moi, nous sommes une famille. Nous le sommes depuis le jour où je t'ai ramené à la maison. Quoi qu'il pense, quoi qu'il prévoie, ça ne change rien à ce qui est légalement et réellement vrai. Tu es mon fils. Il a hoché la tête. Je sais. Je l'ai toujours su. Je n'ai confronté personne. Je n'ai pas transféré les captures d'écran. Je ne les ai pas publiées en ligne ni envoyées à un avocat. Je n'ai fait aucune des choses dramatiques que vous pourriez attendre. Ce que j'ai fait était discret. J'ai ouvert le coffre-fort ignifuge sous mon lit. J'ai vérifié chaque document. Papier de tutelle valide. Renonciation volontaire signée et notariée. Dossier d'inscription scolaire. Mon nom sur chaque ligne de contact d'urgence depuis 19 ans. Dossiers médicaux. Ma signature sur chaque formulaire de consentement depuis sa première vaccination. J'ai aussi trouvé la couverture jaune pliée dans un coin du coffre-fort, délavée, effilochée, sentant vaguement quelque chose que je ne pouvais plus nommer. Je l'ai tenue un moment, puis je l'ai remise et j'ai refermé le coffre-fort. S'il voulait se battre, les papiers étaient prêts. Mais je n'allais pas commencer. 6 semaines avant la remise des diplômes, Rita a appelé avec des nouvelles. Elle n'a pas posé de questions sur l'annonce du titre de major de promotion de Dylan. Elle n'a pas posé de questions sur la cérémonie ou si elle devait apporter quelque chose. Elle a appelé pour parler de Vanessa. Ta sœur a rencontré quelqu'un, a dit Rita. De la manière dont les gens annoncent les gains au loto. Il s'appelle Harrison Whitfield. Il est dans l'immobilier. Très réussi, très traditionnel. Il veut une famille, Mira. Une vraie famille. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine et j'ai écouté. Vanessa lui a parlé de Dylan, de la complexité des choses, de la façon dont la situation familiale l'a forcé à faire un choix difficile. Quel choix était-ce, ai-je demandé. Tu sais ce que je veux dire. Le choix de te laisser aider. Me laisser aider. C'est ainsi que ma mère décrivait 19 ans de parentalité solo. Me laisser aider. Harrison est très ému, a poursuivi Rita. Il pense que Vanessa est courageuse. Il veut rencontrer Dylan. Ce pourrait être la chance de Vanessa, Mira. Sa chance d'avoir enfin tout ce qu'elle mérite. Sa chance. Pas la chance de Dylan de connaître sa mère biologique. Pas une chance pour la famille de guérir. Pas une chance pour moi d'obtenir enfin une certaine reconnaissance. La chance de Vanessa. C'était l'expression que ma mère utilisait. La remise des diplômes de mon fils, l'enfant que j'avais élevé pendant 19 ans. Et ma mère y voyait une opportunité pour Vanessa. Harrison ne connaît pas toute l'histoire, n'est-ce pas, ai-je dit. Il sait ce qu'il a besoin de savoir. Il ne sait pas qu'elle a renoncé à ses droits par fax pendant la semaine d'intégration de sa sororité. Silence, puis, ne gâche pas ça pour elle. J'ai raccroché, je suis sorti, je me suis assise sur les marches du porche pendant 30 minutes, regardant les lampadaires s'allumer un par un. Des lucioles, des tondeuses au loin. Dylan est sorti avec 2 verres d'eau, s'est assis à côté de moi. Grand-mère a appelé, a-t-il demandé. Ouais. À propos de tante Vanessa. Ce n'est pas ta tante. Je sais, mais c'est plus facile. 3 semaines plus tard, Dylan est entré dans la cuisine, son téléphone à la main. Elle m'a envoyé un message. Je corrigeais des copies à table, stylo rouge à la main, une pile de rapports de PEI. Il a tourné l'écran vers moi. Message direct sur Instagram d'un compte avec une photo de profil professionnel et 4000 abonnés. Salut beau gosse. Je sais que ça sort de nulle part, mais je suis ta maman bio. J'ai pensé à toi tous les jours. J'adorerais te rencontrer. Je viens bientôt en ville. Suivi de 3 emojis cœur et d'un smiley. Je l'ai lu 2 fois. J'ai posé mon stylo rouge, j'ai regardé Dylan. Il me regardait comme il le faisait toujours quand quelque chose d'important se passait. Silencieusement, attentivement, mesurant ma réaction avant de former la sienne.
Qu'est-ce que tu veux faire, ai-je demandé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est ta décision, Dylan. Pas la mienne. Il s'est assis, a réfléchi pendant 2 bonnes minutes. Puis il a tapé une réponse. Courte, polie, froide. Bonjour, merci de m'avoir contacté. J'apprécie que vous pensiez à moi. Pas de « maman ». Pas d'émoji cœur. Pas de « j'adorerais vous rencontrer ». Juste un accusé de réception superficielle qu'un message avait été reçu. Vanessa a répondu en moins de 90 secondes. J'ai hâte de te voir à la remise des diplômes. J'amène quelqu'un de spécial que je veux que tu rencontres. Dylan l'a lu. Puis il a verrouillé son téléphone et l'a posé face contre table. J'ai pensé à Vanessa à 16 ans, signant des papiers par fax depuis une maison de sororité, et à Vanessa à 35 ans, tapant « J'ai pensé à toi tous les jours » avec 3 émojis cœur. Même personne, même évitement, police différente. Elle à l'école. J'ai pensé à toi tous les jours. 2 phrases, 19 ans d'écart. La première était au moins honnête. 6 semaines avant la remise des diplômes, l'école l'a officialisé. Dylan Summers, major de la promotion 2026. J'ai reçu l'appel du bureau du proviseur un mardi matin, entre la 2e et la 3e heure. J'étais en plein milieu d'une réunion PEI pour un élève dyslexique. Je me suis excusé, je suis sorti dans le couloir et j'ai écouté le proviseur Rix me dire que mon fils avait la meilleure moyenne d'une classe de 312 élèves. Il prononcera le discours du major de promotion à la cérémonie, a dit Rix. 5 à 7 minutes. Il peut choisir son propre sujet. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, je me suis appuyé contre le mur du couloir un moment. Un élève de seconde est passé et m'a demandé si ça allait. Je lui ai dit que ça allait. C'était mieux que bien. Ce soir-là, je l'ai dit à Dylan. Il a souri. Le sourire calme et contenu qu'il n'avait hérité de personne dans la famille Summers car il était entièrement le sien. J'ai déjà commencé à écrire le discours, a-t-il dit. Je peux le lire? Pas encore. Tu l'entendras à la cérémonie. Pendant les 6 semaines suivantes, je l'ai entendu répéter derrière la porte fermée de sa chambre. Lisant à voix haute, faisant une pause, relisant. Parfois, j'entendais un silence qui durait 5 ou 10 minutes, et je savais qu'il réécrivait quelque chose. J'ai acheté une nouvelle robe, pour la première fois en 3 ans. Claire m'a aidé à la choisir. Bleu marine, simple, assez confortable pour rester assise sur une chaise en plastique pendant 2 heures. Claire a dit que j'avais l'air d'aller à un dîner d'État. Je lui ai dit que j'allais à quelque chose de mieux. Dylan a repassé sa propre chemise. Il repassait sa propre chemise depuis qu'il avait 14 ans. Je le lui avais appris. Il était meilleur que moi. 2 semaines, puis 1 semaine, puis 3 jours. La cérémonie approchait, et Vanessa aussi. L'appel est arrivé un jeudi soir, 9 jours avant la remise des diplômes. Le numéro de Rita. J'ai failli laisser sonner. Presque. Vanessa sera à la cérémonie, a dit Rita. Pas de salutations, pas de bavardage. Elle amène Harrison. Ils arrivent de Chicago en avion. D'accord. Ne fais pas de scène, Mira. Je n'ai jamais fait de scène de ma vie. Bien, parce que c'est un jour important pour Vanessa. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé. Un jour important pour Vanessa, pas pour Dylan, celui qui recevait son diplôme. Pas pour moi, celle qui l'avait aidé avec ses devoirs tous les soirs pendant 13 ans. Pour Vanessa, celle qui arrivait en avion avec un nouveau petit ami pour jouer le rôle de mère devant un public. Elle apporte un gâteau, a ajouté Rita. Quelque chose de spécial pour fêter ça. C'est gentil, ai-je dit, car il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai raccroché, je me suis assise sur le porche. C'était en mai. L'air sentait l'herbe coupée et le magnolia. Je pouvais entendre le cliquetis de l'arroseur des voisins. Après 15 minutes, Dylan est sorti avec 2 verres de limonade. Il s'est assis à côté de moi. Nous avons bu en silence un moment. Elle vient, ai-je dit. Je sais. Avec Harrison. Je m'en doutais. Tu es d'accord avec ça? Il a posé son verre sur la rampe du Porsche, m'a regardé avec ses yeux sombres et calmes. Maman, ça fait longtemps que je suis d'accord.
J'étais d'accord quand j'avais 8 ans et que j'ai demandé à t'appeler maman. J'étais d'accord quand j'avais 13 ans et que tu m'as dit la vérité. J'étais d'accord quand j'ai lu la conversation de groupe et je suis d'accord maintenant. Il s'est levé, m'a serré l'épaule. Elle peut t'amener qui elle veut. Elle peut t'amener un gâteau, une bannière et une fanfare. Ça ne changera rien. Il est rentré. Je suis resté sur le porche jusqu'au coucher du soleil. Le matin de la remise des diplômes. Je me suis réveillé à 5h30, incapable de me rendormir, j'ai fait du café, je me suis assise à la table de la cuisine, écoutant la maison respirer. La toge et la coiffe de Dylan étaient suspendues au dos de la chaise de la salle à manger, bleu marine, pompons dorés. Je les avais récupérés au secrétariat de l'école il y a 3 jours et je les avais repassés à basse température, avec un chiffon humide entre le polyester et la plaque, comme ma mère m'avait appris à repasser quand j'avais 10 ans. Dylan est descendu à 7h, douché, rasé. Il se rasait depuis 2 ans maintenant, bien qu'il n'y ait presque rien à raser, et habillé d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre. « Comment te sens-tu » ai-je demandé. « J'ai faim. J'ai fait des œufs, du pain grillé, du jus d'orange. » Nous avons mangé dans un silence confortable. La lumière du matin passait par la fenêtre de la cuisine et frappait la salière juste comme il fallait, projetant un petit arc-en-ciel sur la table. « Je peux voir le discours » ai-je demandé une dernière fois. « Tu l'entendras » a-t-il dit. Depuis le 3e rang. Après le petit déjeuner, il est allé dans sa chambre pour finir de se préparer. J'ai fait la vaisselle, je l'ai essuyée, je l'ai rangée. Puis je suis allé m'habiller. Quand je suis redescendu, Dylan se tenait dans le couloir, ajustant sa coiffe dans le miroir. J'ai remarqué quelque chose dans sa main. Petit, jaune, plié. La couverture de bébé jaune d'il y a 19 ans. Bord effiloché, couture manquante. Il l'a glissé dans la poche intérieure de son gilet. Il m'a vu le regarder, a soutenu mon regard dans le miroir. Pour me porter chance, a-t-il dit, puis il a souri. Je n'ai rien demandé d'autre. J'ai pris mes clés de voiture. Claire nous rejoignait à l'école. Le gymnase était à 20 minutes. Ça aurait aussi bien pu être une salle d'audience. Le gymnase du lycée de Willow Creek peut accueillir 400 personnes. Ce jour-là, chaque siège était occupé. Des rangées de chaises en plastique sur le sol du gymnase, une petite estrade à l'avant avec un podium, un microphone, et une bannière qui disait « Promotion 2026 ». L'orchestre de l'école s'accordait dans un coin, 3 violons, un violoncelle, 2 flûtes, et un gamin avec un tuba qui avait l'air de vouloir être ailleurs. Claire et moi avons trouvé des places au 3e rang, côté gauche, assez près pour voir le podium. Assez près pour voir Dylan quand il traverserait la scène. J'ai lissé ma robe, placé mon sac à main sous ma chaise, croisé mes mains sur mes genoux. Puis les doubles portes au fond du gymnase se sont ouvertes. Vanessa est entrée comme si elle entrait à un gala. Robe portefeuille vert émeraude, cheveux auburn en vague lâche passant ses épaules, talons qui claquaient sur le parquet, sourire assez large pour être vu de la scène. Harrison était à ses côtés, costume gris, montre en argent, cheveux poivre et sel peignés avec précision. Il se tenait comme les hommes d'argent se tiennent, les épaules en arrière, le menton droit, inspectant la pièce comme s'il envisageait de l'acheter. Derrière eux, Rita et Gérald. Rita portait un chemisier à fleurs et du rouge à lèvres qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions. Gérald portait une cravate qui n'allait pas avec sa chemise. Et dans les mains de Rita, reposant sur un plateau en plastique avec un apron en papier en dessous, un gâteau. Glaçage blanc, lettres roses, le genre qu'on commande dans une boulangerie de supermarché avec 24 heures de préavis. Félicitations de la part de ta vraie maman. 200 personnes dans la salle, des familles trouvant leur place, des élèves s'alignant dans le couloir, et ma mère marchait dans l'allée centrale avec un gâteau qui prétendait que mon fils appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Claire a tendu la main et a pris la mienne. Avant le début de la cérémonie, Vanessa est passée à l'action. Elle s'est dirigée directement vers la zone de rassemblement où les diplômés s'alignaient. La sécurité ne l'a pas arrêtée car elle a souri aux parents bénévoles à la porte et a dit « Je suis la mère de Dylan Summers ». Et techniquement, biologiquement, elle ne mentait pas. J'ai regardé depuis mon siège alors qu'elle trouvait Dylan dans la file. Elle l'a serré dans ses bras, une étreinte théâtrale complète. Les 2 bras enroulés autour de lui, la tête inclinée pour une visibilité maximale.
Dylan est resté rigide, ses bras le long du corps. Harrison est resté en retrait, observant. Rita rayonnait depuis 3 rangs derrière moi, le gâteau en équilibre sur ses genoux. Puis Vanessa s'est retournée. Elle a marché vers moi, talons claquants, sourire figé. Elle s'est arrêtée au bout de ma rangée et s'est penchée assez près pour que les gens derrière nous puissent entendre. Mira, merci beaucoup d'avoir pris soin de mon fils pendant toutes ces années. Tu as été une babysitter incroyable. Elle a fait une pause, a posé sa main sur mon épaule, mais je suis là maintenant. Je prends le relais. Babysitter. 19 ans. 4000 déjeuners scolaires. 300 réunions parents-professeurs. 11 000 histoires du soir. 16 ans d'aide aux devoirs. Des matins de Noël. 19 gâteaux d'anniversaire que j'ai fait moi-même parce que les gâteaux de boulangerie coûtaient $40, et c'était une semaine de course. Babysitter. Je n'ai pas répondu, non pas que je ne savais pas quoi dire. J'avais 19 ans de choses à dire. Je n'ai pas répondu parce que j'ai vu Dylan nous regarder depuis la zone de rassemblement. Il se tenait très immobile. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Et dans ses yeux, j'ai lu un message aussi clairement que s'il l'avait dit à voix haute. Attends-moi. Alors j'ai attendu. La cérémonie a commencé à 10 heures précises. Le proviseur Rix a souhaité la bienvenue aux familles. L'orchestre de l'école a joué quelque chose de classique que personne n'a reconnu. Le surintendant a prononcé un discours sur l'avenir, les possibilités et l'importance de la communauté, qui a duré 12 minutes et contenait pas moins de 6 métaphores sportives. Puis les diplômés ont commencé à traverser la scène. Un par un, nom appelé, diplôme reçu, poignée de main, sourire, photo. 263 diplômés par ordre alphabétique. Vanessa s'était déplacée au 2e rang, juste devant moi. Elle avait sorti son téléphone et enregistrait. Chaque fois qu'un élève traversait la scène, elle le baissait. Quand une certaine Samantha Ruiz est passée, Vanessa s'est penchée vers Harrison et a chuchoté quelque chose. Harrison a hoché la tête. Il avait l'air à l'aise. Il avait l'air d'un homme qui croyait chaque mot que sa petite amie lui avait raconté sur son passé. Rita était assise au bout de la rangée avec le gâteau sur ses genoux. Elle le gardait comme s'il contenait des secrets d'État. Gérald était assis à côté d'elle, les mains sur les genoux, regardant droit devant. J'étais assise sur ma chaise, les mains croisées. Claire était à côté de moi, son téléphone dans son sac, son attention sur la scène. Elle était la seule personne dans ce gymnase à connaître toute l'histoire, la conversation de groupe, les faits, les 19 ans. Summers, Dylan. J'ai entendu son nom et tout le reste a disparu. Le gymnase, la foule, le gâteau, la robe émeraude de Vanessa, la montre en argent de Harrison, tout s'est effacé. Dylan a traversé la scène, grand, stable, la coiffe parfaitement droite. Il a serré la main du surintendant, a reçu son diplôme, et m'a regardé au 3e rang. Il m'a fait un clin d'œil. Puis il s'est dirigé vers le podium, car le prochain point au programme était le discours du major de promotion, et chaque personne dans ce gymnase était sur le point d'apprendre qui était vraiment Mira Summers. Dylan a ajusté le microphone, s'est raclé la gorge, a déplié un morceau de papier. « Bonjour », a-t-il dit. Sa voix était claire, calme, projetée comme je le lui avais appris quand il avait 12 ans et faisait sa première présentation de rapport de lecture. Diplômé, famille, professeur. Merci d'être ici. Il a commencé avec les sujets attendus. La désorientation de la première année, le plat mystère de la cafétéria. Ce professeur remplaçant qui a montré des films pendant 6 semaines d'affilée. La foule a ri. Vanessa a ri le plus fort, sa main sur le bras de Harrison. Il a parlé de ce que Willow Creek lui avait appris, des professeurs qui restaient tard, du concierge qui connaissait le nom de chaque élève, de la bibliothécaire qui gardait une réserve secrète de barres de céréales pour les enfants qui venaient à l'école le ventre vide. Il était bon, naturel, chaleureux sans être sentimental. Le public était avec lui. Puis il a fait une pause. Il a baissé les yeux sur le papier dans ses mains, l'a étudié pendant 3 secondes, 5. Puis il l'a plié soigneusement, délibérément, comme il avait plié la couverture jaune quand il avait 8 ans. Il l'a posé sur le podium et a commencé à parler sans notes. Je prépare ce discours depuis 6 semaines, a-t-il dit. J'ai écrit 9 brouillons,
mais j'ai réalisé ce matin que la chose la plus importante que je veux dire ne se trouve sur aucune de ces pages. Le gymnase est devenu silencieux, de ce silence particulier qui se produit lorsque 200 personnes réalisent simultanément que quelque chose d'inattendu va arriver. Vanessa souriait toujours. Elle s'est légèrement penchée en avant. Son téléphone enregistrait. Elle pensait qu'il allait parler d'elle. Je pouvais le voir dans la façon dont elle a redressé sa posture, la façon dont elle a serré la main de Harrison. Elle se préparait pour son moment. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La personne que je veux remercier le plus aujourd'hui, a dit Dylan, n'est pas un professeur, ni un coach, ni un ami. C'est une femme qui avait 22 ans quand on lui a remis un nouveau-né en lui disant « Ceci est ta responsabilité maintenant ». Le gymnase était silencieux. Elle n'avait jamais changé une couche. Elle n'avait jamais chauffé un biberon. Elle venait d'être acceptée dans un programme de master avec une bourse complète, et elle y a renoncé. Le lendemain matin, sans hésitation. Il a fait une pause. A laissé les mots s'installer. Elle a emménagé dans un appartement d'une chambre et s'est débrouillée. 4 heures de sommeil par nuit la première année. Un salaire d'assistante d'enseignement. Des couches du magasin à 1 euro. Elle emballait mes cadeaux de Noël dans du papier journal parce qu'elle ne pouvait pas se permettre du papier cadeau. Quelque part au fond du gymnase, quelqu'un a reniflé. Une mère, probablement. Quelqu'un qui reconnaissait l'épuisement profond dans ses détails. Elle est retournée à l'école quand j'avais 5 ans. Cours du soir, pendant 4 ans. Elle a obtenu un master en éducation spécialisée, et personne de sa famille n'est venu à sa cérémonie. Une amie était assise au 3e rang et a applaudi assez fort pour 10 personnes. Claire m'a serré la main si fort que j'ai perdu la sensation dans mes doigts. Elle m'a aidé avec mes devoirs tous les soirs pendant 13 ans. Elle m'a appris à cuisiner, à faire la lessive, à serrer fermement la main et à regarder les gens dans les yeux. Elle m'a appris à repasser une chemise. À changer un pneu et à écrire une carte de remerciement à la main. Elle est venue à chaque réunion parents-professeurs, à chaque pièce de théâtre de l'école, à chaque cérémonie de remise de prix. Elle n'en a jamais manqué une seule. Vanessa ne souriait plus. Son téléphone enregistrait toujours, mais sa main était tombée sur ses genoux. Elle regardait Dylan avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. La confusion, puis la reconnaissance, puis la peur. Dylan m'a regardé directement. 3e rang, côté gauche. Elle n'est pas la femme qui m'a donné naissance, a-t-il dit. Mais elle est la femme qui m'a choisi, chaque jour, pendant 19 ans, sans rien demander en retour, sans se plaindre, sans abandonner. Sa voix n'a pas flanché. Ses mains n'ont pas tremblé. Il se tenait à ce podium avec le sang-froid de quelqu'un qui avait passé 19 ans à apprendre le sang-froid de la personne la plus calme qu'il connaissait. Son nom est Mira Summers. C'est ma mère. Le gymnase a éclaté. 200 personnes applaudissant, certaines debout, quelques-unes s'essuyant les yeux. Claire pleurait ouvertement. Le professeur d'orchestre dans le coin tamponnait son visage avec une feuille de programme. Le proviseur Rix, debout près des marches de la scène, a pressé sa main sur son cœur. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté assise sur ma chaise en plastique, des larmes coulant sur mon visage et mes mains croisées sur mes genoux, exactement où elles étaient depuis 45 minutes, sauf que maintenant, elles tremblaient. Vanessa était assise 2 rangs devant moi. Elle avait arrêté d'applaudir. Son téléphone était sur ses genoux, enregistrant toujours le plafond. Harrison la regardait, puis moi, puis Dylan sur la scène, puis de nouveau Vanessa. Rita était assise au bout de sa rangée. Le gâteau était toujours sur ses genoux. Félicitations de la part de ta vraie maman, les lettres roses tournées vers l'extérieur, visibles de tous ceux qui l'entouraient. Sauf que maintenant, ces mots signifiaient quelque chose de complètement différent, car 200 personnes venaient d'entendre Dylan Summers nommer sa vraie maman, et ce n'était pas la femme sur le gâteau. J'ai regardé mon fils sur cette scène. Il m'a regardé en retour et a articulé 2 mots que personne d'autre ne pouvait voir. Merci. Si vous êtes toujours là, vous savez déjà que ce n'est pas juste une histoire de remise de diplôme. C'est une histoire sur qui mérite le titre de maman. Si vous avez déjà soutenu quelqu'un quand personne ne regardait, celle-ci est pour vous. Aimez, abonnez-vous, et restez avec moi. La cérémonie s'est terminée. Les familles se sont répandues sur la pelouse. Les diplômés ont étreint leurs camarades de classe. Les appareils photo cliquetaient.
Le soleil de l'après-midi était chaud et l'air sentait la pelouse fraîchement tondue et l'eau de Cologne bon marché. Je me tenais près du chêne, près du parking, quand Vanessa m'a trouvé. Elle est venue rapidement, les talons s'enfonçant dans l'herbe, le mascara commençant déjà à couler au coin de ses yeux. Harrison la suivait, les mains dans les poches, la bouche pincée en une ligne fine. C'était quoi, ça? La voix de Vanessa était aiguë, assez forte pour que le groupe de parents à proximité se retourne. Qu'est-ce que tu lui as dit de dire? Je ne lui ai rien dit. Tu l'as coaché. Tu as retourné mon propre fils contre moi. Dylan est apparu derrière elle, toujours en toge et coiffe, son diplôme dans une main. Personne ne m'a coaché, a-t-il dit. Sa voix était égale, calme, la voix de quelqu'un qui avait répété ce moment dans sa tête pendant des années. J'ai écrit ce discours moi-même. Vanessa s'est retournée vers lui. Chérie, je suis ta mère. Je t'ai mis au monde. Je t'ai porté pendant 9 mois. Et puis tu as signé un papier et tu l'as faxé depuis une maison de sororité, a dit Dylan. Pendant la semaine d'intégration. La bouche de Vanessa s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Grand-mère m'a dit une fois que tu devais partir parce que tu avais l'école, a poursuivi Dylan. Et tu es allé à l'école, pendant 19 ans. Tu es allé à l'école, à une carrière, à 2 mariages, et à Chicago. Et c'est bien, mais tu ne peux pas débarquer à ma remise de diplôme avec un gâteau qui dit vraie maman et prétendre que ces 19 ans n'ont pas eu lieu. Il a regardé Rita, debout à 3 mètres de là, le gâteau toujours entre ses mains. Et grand-mère, tu as dit qu'aujourd'hui était la chance de Vanessa, mais c'est ma remise de diplôme, pas son audition. Harrison s'est avancé. Il était resté silencieux pendant tout l'échange, observant avec l'attention minutieuse d'un homme qui monte des affaires pour vivre et qui sait quand les chiffres ne collent pas. Vanessa, a-t-il dit. Sa voix était basse, contrôlée. Tu m'as dit que la situation familiale était compliquée. Tu m'as dit que tu avais été forcé de l'abandonner. C'est le mot que tu as utilisé, forcé. Vanessa a essuyé ses yeux. Harrison, c'était compliqué. As-tu renoncé volontairement à tes droits parentaux? J'avais 16 ans. As-tu signé volontairement? Les gens autour de nous avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Un parent avec un appareil photo l'a baissé. 2 diplômés à proximité se sont retournés pour regarder. Vanessa a cherché du secours dans le regard de Rita. Rita s'est avancée, tendant la main vers le bras de Harrison. Vous ne comprenez pas notre famille. Harrison a retiré son bras. Il m'a regardé. Vraiment regardé, pour la première fois. Vous l'avez élevé depuis sa naissance? Oui, ai-je dit. Seul? Oui. Il s'est retourné vers Vanessa. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux avaient changé. La chaleur avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de précis. Il ne lui a pas dit un mot de plus. Il a redressé sa veste, a ajusté sa montre, a traversé la pelouse jusqu'au parking. J'ai entendu sa voiture démarrer, un son net, cher, et je l'ai regardé sortir du parking, passer devant le panneau de l'école, devant le gymnase, et descendre la route vers l'autoroute. Vanessa se tenait au milieu de la pelouse dans sa robe émeraude, ses cheveux auburn captant la lumière du soleil, et elle a regardé le seul homme qui lui avait jamais donné envie d'être mère s'éloigner, parce qu'il venait d'apprendre qu'elle ne l'avait jamais été. Le gâteau était posé sur l'herbe où Rita l'avait mis. Personne ne l'avait touché. Personne ne le toucherait jamais. Dans le silence qui a suivi le départ de Harrison, quelque chose a changé sur le visage de Rita. Elle regardait Dylan. Pas Vanessa. Pas moi. Dylan, debout là dans sa toge et sa coiffe, son diplôme à la main, le pompon jaune frôlant son épaule. Son petit-fils, le bébé qu'elle m'avait confié il y a 19 ans avec une couverture jaune et un ultimatum. Ses yeux étaient humides. Sa lèvre inférieure a tremblé. Pendant un seul instant, peut-être 3 secondes, peut-être 5, j'ai vu quelque chose sur le visage de ma mère que je n'avais jamais vu auparavant. Du regret. Un regret réel, non filtré. Elle a ouvert la bouche et j'ai pensé, ça y est. C'est le moment où elle s'excuse. C'est le moment où elle dit qu'elle avait tort. C'est le moment où 19 ans de silence se brisent et où quelque chose de vrai émerge. Mira, a-t-elle dit. J'ai attendu. Si tu ne l'avais pas empoisonné contre sa propre mère, rien de tout cela ne serait arrivé. Et juste comme ça, le moment était passé.
Les yeux humides se sont asséchés. La lèvre tremblante s'est figée en une ligne ferme. Le regret, si c'en était un, s'est effondré pour retourner dans la forteresse de la bien-pensance dans laquelle Rita vivait depuis avant ma naissance. Gérald se tenait derrière elle, silencieux comme toujours, fixant l'herbe. Il n'avait pas dit un mot depuis son arrivée. Dylan a regardé Rita. Son expression était patiente. Pas de colère, pas de mépris, juste patiente. La façon dont on regarde quelqu'un qui ne peut pas vous entendre, peu importe la clarté avec laquelle vous parlez. Grand-mère, a-t-il dit, personne ne m'a empoisonné. J'ai 19 ans. J'ai des yeux, j'ai des oreilles, et j'ai 19 ans de souvenirs. Sais-tu combien de ces souvenirs t'incluent? 7 Thanksgiving, 3 Noël, une carte d'anniversaire. C'est tout. Il a fait une pause. Sais-tu combien en inclut maman? Il a fait un geste vers moi. Tous. Absolument tous. Elle est dans chaque souvenir que j'ai, parce qu'elle était là. Rita n'avait pas de réponse à cela. Il n'y avait pas de réponse à cela. Dylan s'est tourné vers Vanessa. Elle se tenait à 1 mètre de là. Mascara coulé, bras enroulés autour d'elle-même. Je n'essaie pas de te blesser, a-t-il dit. J'ai besoin que tu entendes ça. Je ne suis pas en colère. Je ne te punis pas. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il a fait un pas de plus. Si tu veux être dans ma vie, tu peux l'être. J'aimerais ça. Mais tu dois commencer à partir de maintenant. Pas à partir d'un gâteau, ni d'un discours, ni d'un post Instagram qui dit « Mon fils, ma fierté », alors que tu ne connais pas ma moyenne, le nom de mon meilleur ami. Ou ce à quoi je suis allergique. Vanessa a cligné des yeux. À quoi es-tu allergique? Aux noix, a dit Dylan. Depuis que j'ai 4 ans. Maman l'a découvert quand j'ai eu de l'urticaire à une fête d'anniversaire. Elle m'a conduit aux urgences en roulant à 100 dans une zone à 50. Elle est restée assise dans la salle d'attente pendant 4 heures avec une brique de jus de fruits, en priant. Il a fouillé dans la poche de son gilet, a sorti quelque chose de petit, de jaune et de délavé. La couverture. La couverture de bébé d'il y a 19 ans. Celle qui m'avait enveloppé nouveau-né. Celle qui l'avait enveloppé la nuit où je l'avais ramené à la maison. Celle qui avait vécu dans un coffre-fort ignifuge sous mon lit pendant les 14 dernières années. Il l'a dépliée, l'a tenue en l'air un instant. Puis il s'est approché de moi, a pris ma main, et l'a placée dans ma paume. C'est à toi, maman. Ça a toujours été à toi. J'ai tenu cette couverture. Fine comme du papier de soie, douce comme un souvenir, effilochée sur tous les bords. Elle sentait le cèdre, le shampoing pour bébé, et 18 ans à être le monde entier de quelqu'un. Je ne pouvais pas parler. Il n'y avait plus rien à dire. Mon fils avait tout dit. Claire a passé son bras autour de mes épaules. Les parents à proximité étaient silencieux. Même le gamin au tuba avait arrêté de ranger son instrument pour regarder. Les minutes suivantes se sont déroulées en fragments. Vanessa, seule sur la pelouse, les bras toujours croisés, regardant le sol, sa robe émeraude flottant au vent, personne ne s'approchant d'elle, personne ne lui parlant. Rita, tirant Gérald vers le parking sans un mot. Gérald, suivant comme il suivait toujours. Aucun d'eux ne regardant en arrière. Le gâteau, posé sur l'herbe près du chêne.